trop de micros et pas suffisant de l'eau. Bonjour à tous. Est-ce que vous nous entendez? C'est bon, merci d'être là. Je ne sais pas à quel moment, je crois que d'abord il y a une petite remise de médailles, donc je suis ravie d'accueillir Monsieur Kourkov et Florence Aubenas. Et je crois que vous vouliez dire un petit mot, donc je vous laisse commencer si vous voulez. Bien. Bonjour à tous. Nous sommes comme toujours ravis évidemment de vous accueillir dans cette belle ville de Vincennes. Et là, je vais procéder très rapidement parce que ce n'est pas moi que vous attendiez, mais bien Florence Aubenas et Monsieur Kourkov. Juste leur remettre de la part de la ville, de la part de Madame le maire qui devait le faire elle-même, mais qui malheureusement est empêchée pour cette heure. Et donc, il m'a demandé de remettre des médailles de la ville pour les remercier de leur présence. Les remercier, je dirais, pour leur œuvre, pour leurs actions, pour tout ce qu'ils font, pour tout ce qu'ils vont vous dire aussi, qu'ils vous disent depuis 2 jours, et ce qu'ils vont encore vous dire aujourd'hui. Une petite médaille, modeste récompense, mais je suis très très heureuse en tout cas de la leur remettre. Alors, bonjour, on peut commencer. Alors, j'ai demandé un petit peu avant à chacun des invités de se présenter l'un l'autre. Donc peut-être, André Kourkov, est-ce que tu peux dire quelques mots sur Florence Aubenas? Qu'est-ce que tu connais d'elle? Oui, bonsoir Florence. Aujourd'hui, vous êtes habillée comme une écrivaine. Mais vous faites beaucoup de choses un peu étranges dans votre vie. Vous êtes présentée comme une dame de ménage pour écrire sur la vie des gens qui essaient de survivre avec salaire inférieur. Vous travaillez comme grand reporter pour Libération. Et après, vous étiez à la guerre avec Libération et vous avez gagné. Vous travaillez comme grand reporter pour le Nouvel Observateur, pour Le Monde. Vous voyagez beaucoup, vous avez fait beaucoup des enquêtes, vous visitez pratiquement des zones de crimes, de crises, de guerres, c'est Rwanda, Irak et des autres pays. Vous êtes devenu otage à Irak pour 5 mois. Oui, vous avez écrit beaucoup des enquêtes, publié beaucoup d'enquêtes, beaucoup de livres, mais pas encore votre biographie. Et j'espère la prochaine fois, quand on se retrouve ensemble sur une scène, vous allez présenter votre roman autobiographique. Je pense que vous pouvez l'écrire. Bon, moi, j'ai fait l'exercice absolument inverse. Je me suis interdit Wikipédia, tout ce qui pouvait me donner des informations sérieuses. Et donc, en fait, ce qui m'intéressait dans André Kourkov, c'est le fait de quelqu'un qui est né dans une région du monde, cette Europe de l'Est, ou cet Est de l'Europe, qui a été tellement déshumanisé, martyrisé depuis des siècles, identité bafouée, etc. Comment fait-on des livres, et ça reste le mystère pour moi de cette littérature dans laquelle vous êtes, disons-le, un des maîtres, c'est comment on fait quand on a vécu tout ça, et vous l'avez vécu puisque vous êtes né sous l'Union soviétique encore à l'époque, pour écrire des livres tellement humains. Et pour moi, c'est un véritable mystère. C'est-à-dire s'il y a cet humour. Écoutez, les premiers écrits que
que commence Kourkov, il l'écrit, il est gardien de prison à Odessa, et c'est marrant. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui est incroyable, qui tient de la réelle performance. Et pour moi, c'est ça réellement la littérature, c'est-à-dire c'est le monde réel existe, le monde d'à côté existe, et bizarrement, ils coïncident quand même. Et ça, c'est la réussite de cette œuvre. Sur la vie d'Andrei Kourkov, ce que je sais, c'est qu'il voyage beaucoup, c'est qu'il écrit en russe, il parle 5 langues, français vachement bien, j'aimerais parler ukrainien comme lui. Comme lui parle français en tout cas. Et voilà, et j'ai lu tous ses bouquins et je suis une très grande fan. Et bon, je ne sais pas quoi vous dire d'autre, vous allez le découvrir en même temps que moi. Merci. Andrei Kourkov, donc Florence a beaucoup parlé de vos romans, donc le Pingouin, Les Abeilles Grises, on y reviendra plus tard, qui sont effectivement drôlissimes et avec un absurde incroyable. Et moi, ce qui m'a marqué, c'est que votre dernier livre s'appelle Journal d'une invasion. C'est un livre qui a été publié d'abord en anglais et puis ensuite en français aux éditions Noir sur Blanc, qui rassemble un certain nombre de vos articles. Et à ce moment-là, vous dites aujourd'hui, je ne peux plus écrire de fiction, il faut que je raconte le réel. Pourquoi ? En fait, j'ai recommencé l'écriture de fiction cet été, enfant, après 2 ans et presque demi, pendant lesquels j'écrivais que le journal, les essais sur la vie pendant la guerre et tout ça. Mais le 24 février 2022, c'était le jour quand la vie changeait complètement. C'était aussi le jour quand la deuxième fois dans ma vie, j'ai perdu le sens de mort. Et je ne savais pas qu'est-ce qu'il va passer. En fait, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment tout ça va finir. Mais maintenant, je continue à écrire sur la guerre. Et c'est vrai, j'écris le journal d'invasion en anglais. Parce que c'était mon... anglais, c'est une des langues de ma famille. Ma femme est anglaise d'origine d'Écosse et d'Irlande. Et on parle quelques langues dans notre famille. Et en fait, j'écris en 3 langues. J'écris la fiction en russe, non-fiction, j'écris en russe, anglais et ukrainien, et livres pour les enfants. Les livres pour les enfants, j'ai commencé à écrire dans la prison d'Odessa. Je les écris en ukrainien et russe. Et à l'âge de 16 ans, j'écrivais la poésie en russe, ukrainien et anglais. Et je me souviens que j'ai compris tout de suite que chaque langue a une influence sur l'intonation, sur les thèmes, sur l'esprit des poésies. Comme ça, tous mes poèmes en anglais étaient tristes et dépressifs, et tous mes poèmes en ukrainien avaient beaucoup de paradoxes drôles. Oui, et les poèmes en russe, d'abord étaient très tristes et après devenus très humoristiques. Parce qu'en fait, j'ai commencé à écrire la poésie après la mort de mes hamsters, à l'âge de 7 ans. Et je pensais qu'on écrit des poèmes après les choses terribles. On ne savait pas que vous aviez vécu ça, désolé. On est vraiment désolé. Vraiment, Oui. c'est... Mais en tout cas, aujourd'hui, je travaille aussi sur le 3e roman sur Samson, sur les événements à Kiev en 1919. La première version est finie, je fais des changements, je rédige pour le moment, et j'espère que je vais tout de suite, après je finis tous les changements dans le roman, je vais commencer le 4e roman sur Samson et Nadezhda. J'avais pas du tout prévu cette question, mais est-ce que c'est à cause de la mort de vos hamsters qu'il y a autant d'animaux dans vos livres ? Oui, mais en fait, j'avais beaucoup des animaux qui étaient morts chez moi. Et c'est à cause de ça il y a si beaucoup des animaux dans mes romans. J'ai essayé de les récompenser en les donnant la vie littéraire plus heureuse. L'immortalité des hamsters. Oui. Alors justement, au début de Journal d'une invasion, vous dites que pendant ces quelques jours-là, donc le 24 février, 5 h du matin, la guerre commence, et vous dites je n'ai pas pu écrire pendant ces jours. Nous ne comprenions pas ce qu'était la guerre. On ne peut pas la comprendre tant que l'on n'a pas vu et entendu. Vous, en revanche, vous choisissez de rester. Vous quittez Kiev et vous allez vers l'ouest. Pourquoi vous choisissez de rester à ce moment-là ?
Non, on est resté en Ukraine, mais au début, on n'est pas resté à Kiev. En fait, on était avec ma femme dans l'appartement le matin du 24 février. Les enfants étaient avec ses amis à Lviv, en Ukraine d'Ouest, pour un week-end. Et on a attendu encore un jour, et le 25 février, on est parti par voiture d'abord dans la maison de campagne, après Lviv pour retrouver les enfants, après à travers les Carpates, les montagnes, avec beaucoup d'embouteillages et des choses qui s'est passées, jusqu'à la frontière avec Slovaquie, parce qu'à l'époque, à cette époque, notre fille qui était à Lviv avec nos fils, elle vivait et habitait à Londres. Comme ça, on a réussi d'envoyer notre fille à l'aéroport de Košice en Slovaquie pour prendre le vol à Londres, mais en juillet, la même année, elle est revenue à Kiev, elle a quitté le travail à Londres, et à partir de ça, elle habite à Kiev. Et notre fils plus jeune, il avait 18 ans, il y a presque 3 ans. Il est revenu à Kiev tout de suite de Uzhgorod. Au début de mars, il était déjà à Kiev pendant les batailles à Butcha, Gostomel et Irpin, près de Kiev. Oui. Alors vous, justement, Florence Aubenas, vous n'étiez jamais allée en Ukraine avant l'invasion à grande échelle, et vous choisissez au début de la guerre de faire votre premier reportage. C'est vous faites le chemin dans l'autre sens sur les personnes donc, comme les enfants de Kourkov qui reviennent en Ukraine, et vous prenez le bus avec eux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce reportage? Oui, en fait, moi, je connaissais l'Ukraine par avoir lu Les Pingouins, par la littérature, en fait, et donc une connaissance très, très abstraite. La guerre éclate, je suis grand reporter au Monde, et donc, en fait, je fais partie de l'équipe qu'on envoie sur place. Et je réfléchis, et c'est vrai que c'est ces premiers jours de février, enfin, les premiers jours de guerre fin février, où vous vous souvenez, des Ukrainiens, des réfugiés ukrainiens arrivaient à Paris et dans d'autres villes, en Pologne, en Allemagne, etc. Et on les voyait arriver, et c'était tout le monde voulait son Ukrainien, c'était cette espèce d'accueil très chaleureux qu'il y a eu un peu partout en Europe à cette époque-là. Et mon idée est de dire, mais il y avait déjà des Ukrainiens en France, et la plupart d'entre eux, enfin un certain nombre d'entre eux, choisissent de revenir en Ukraine, de faire ce chemin inverse. Donc, ce n'est pas ceux qui vont se réfugier ailleurs, mais c'est ceux qui reviennent. Et ce chemin, il est particulièrement difficile pour les hommes. Pour les hommes, pourquoi? Parce que de 27 ans à l'époque, âge de la conscription, jusqu'à 60 ans, on ne peut pas quitter le pays. Donc, tous ceux qui reviennent ne pourront pas ressortir. Donc, c'est un voyage, on va en Ukraine sans savoir ce qui va se passer, sans savoir ce qu'on va y faire, comme ça, sur cette impulsion. Et il y a une série de bus, d'ailleurs gérés par des Ukrainiens, qui fait ces voyages, vous voyez, un peu comme Flixbus, mais avec une entreprise ukrainienne. Et je monte dans ces bus et on part. Et c'est un voyage terrible parce que tout le monde est sur son portable en train de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est en train de se passer. On se demande pourquoi tu rentres. Les gens disent, moi, si je ne rentre pas, comment est-ce que ça va faire? Si moi, j'y vais pas, qui ira? Et donc, il y a cette espèce d'élan vers l'Ukraine pour participer à cette guerre et pour s'enrôler. Et on voit arriver en sens inverse une marée humaine. Et petit à petit, plus on se rapproche de l'Ukraine, plus l'angoisse monte. Et on se dit, est-ce que j'ai bien fait? Vous savez, c'est très rare les moments dans la vie. En France, on adore se poser la question, si c'était l'occupation, est-ce que je serais collaborateur, est-ce que je serais résistant, etc. Et c'est des questions abstraites. Et là, c'est une question concrète. Qu'est-ce que je fais? J'habite Paris, est-ce que je reste assis à Paris ou est-ce que je retourne dans mon pays me battre? J'ai une vie ici tranquille, j'envoie de l'argent à ma famille, tout va bien. Est-ce que je fais ce voyage sans retour? Et c'est ces gens qui font ce choix. Et donc, on passe la frontière, il neige, c'est vraiment terrible. Et là, on arrive et on voit les premiers checkpoints ukrainiens. Et là, il y a quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire que les personnes qui sont dans le bus disent « Mais alors, c'était vrai. C'est vrai, il y a vraiment la guerre. » C'est-à-dire qu'il y avait ce côté à la fois réel, il y a une guerre, c'est terrible, tout le monde, on respire à peine, on est malade, on revient, etc. Et à la fois, est-ce que c'est bien vrai? Est-ce que c'est pas virtuel? Est-ce que ce que je vois sur mon téléphone, est-ce que c'est vraiment la réalité?
Et en entrant en Ukraine, c'est ça, une des choses qui m'a le plus frappée, c'est aussi cette surprise des Ukrainiens qui disaient, pour certains d'entre eux, je ne croyais pas que ça allait vraiment avoir lieu. Et il y a cette espèce d'effet de surprise incroyable. Moi, j'habitais Kiev, j'ai pas cru que la guerre allait commencer, je savais pas, etc. Et donc on arrive et ce bus, on est là, on traverse. Le bus, c'était une ambiance assez sympathique. On se passait du café dans des thermos, on buvait un petit coup même d'alcool comme ça pour se faire chaud au cœur. On arrive, on avance, et plus on avançait, plus il y avait un silence de mort dans ce bus. Et on arrive dans les premières villes, Lviv, etc., les premières villes où on arrive, Ivano-Frankivsk, dans laquelle on rentre, où je m'arrête. Et là, tous les hommes du bus, sans discrimination aucune, se ruent au bureau de conscription et rentrent tous. Et alors, évidemment, à cette époque, on ne prenait qu'il n'y avait pas assez d'armes. Et ça reste un problème ukrainien. Et les conscripteurs disaient, ben non, si vous n'avez pas combattu, on ne va pas vous donner une arme parce qu'il n'y en a pas assez. Et les types pleuraient, on a fait tout ce voyage, s'il vous plaît, laissez-nous combattre, etc. Ils étaient prêts à y aller à main nue. Et il y avait là quelque chose de vraiment très fort et de bouleversant. Et pour moi, mon premier séjour en Ukraine, c'est ça, c'est cette espèce d'élan vers ce pays sans savoir où on va et choisir cette voie-là. Et André Courcos, ce qui m'a marqué, c'est que vous racontez justement cette sidération du réel et de la guerre qui arrive, et en même temps, dans votre livre, vous publiez une série d'articles qui datent d'avant février 2022, et en fait, ces articles, les uns après les autres, vous dites que ce n'est pas seulement un pressentiment, c'est qu'on savait que la guerre était là, et vous citez notamment les vœux de Zelensky, et donc, dans les vœux, ils disent, vous écrivez après, « Alors, le président russe va-t-il ordonner à ses troupes de passer à l'offensive ?» Et en fait, semaine après semaine, on voit la succession des articles, on dit, mais en fait, tout le monde le savait. Et donc, comment vous expliquez à ce point qu'il y a eu, non pas ce pressentiment, mais en fait cette conviction générale et en même temps cet état de sidération qui 2 ans et demi plus tard, parce qu'on est encore dedans, comment vous revivez ce moment-là? Oui, en fait, c'était clair qu'il y a quelque chose qui arrive, la guerre. Mais moi aussi, dans le roman Le dernier amour du président, en fait, j'écris un des personnages, c'est le président Poutine, qui dit au président ukrainien qu'il va annexer la Crimée. C'est-à-dire qu'après 2014, c'était clair que la guerre des Donbass, après l'annexion de la Crimée, n'est pas finie. Parce que, bien sûr, Poutine n'était pas content que l'annexion de la Crimée n'était pas acceptée par le monde. Moitié de Donbass restait sous contrôle de l'armée ukrainienne. Et comme ça, c'était la question du temps. Mais moi, personnellement, je pensais qu'il y aura une escalation à Donbass. Je ne pouvais pas croire que Poutine va bombarder l'Ukraine comme Hitler a bombardé l'Union soviétique dans le premier jour du 22 juin 1941. C'était quelque chose d'incroyable. Et pour les premiers mois, je pensais que c'est la guerre entre le passé et l'avenir. Parce que les moyens des actions de l'armée russe, avec cette violence près de Kiev, c'était quelque chose ancien. C'était vraiment la tradition sauvage de barbarie du XVIe siècle, du XVIIe siècle, au moins comme la guerre sur laquelle j'écris dans le roman L'oreille de Kiev et le cœur de Kiev 1918, 19, 20, 21. Ça, Florence Aubenas, c'est quelque chose qui vous a marqué aussi sur le terrain, c'est ce rapport à la fois à cette guerre qui est ancienne, presque moyenâgeuse, en tout cas celle de la Première Guerre mondiale dans les tranchées, et en même temps, cette espèce de folie technologique avec des drones au-dessus de la tête. Il y a un truc un peu irréel dans cette guerre aujourd'hui sur le terrain. Oui, c'est vrai que alors là on passe dans quelque chose qui est davantage de l'armement, de l'avantage du front, et qui était c'était très frappant au début, c'est-à-dire que les troupes russes rentraient exactement comme vient de l'expliquer André, c'est-à-dire elles rentrent, c'est des colonnes de chars dans la neige, c'est des scènes inimaginables, enfin c'est
On est en 2022 et on voit des colonnes qui rentrent comme ça dans les villes, qui bombardent les civils autour, qui s'installent dans les maisons, qui séquestrent les femmes dans les caves. Enfin, c'est une invasion telle qu'on n'en a pas vu en Europe depuis un temps infini, comme ça, d'un coup. Et contre cette invasion-là, la résistance ukrainienne, dans un premier temps, elle surprend, c'est-à-dire que beaucoup de personnes, y compris des analystes chevronnés, vous disent bon ben en 3 jours, ça y est, Kiev va tomber, ils vont y rentrer, etc. Et la réponse ukrainienne, elle est d'abord celle qu'on a évoquée, c'est-à-dire cette réponse populaire, ces gens qui, tout seuls, dans une semi-débandade de l'armée, prennent des armes entre eux, se mobilisent entre eux. Enfin, il y a cette espèce d'auto-organisation qui est très forte et qui, parallèlement à ça, a en effet cette espèce de légèreté technologique, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire, c'est des petits drones qui arrivent, qui bombardent, c'est une certaine façon de piéger les communications, c'est si vous voulez, pour une des premières fois, tout de suite, les armes non conventionnelles sont les premières à arrêter, en fait, les chars. Et c'est vrai qu'il y a là quelque chose qui sidère absolument tout le monde. Et cette résistance ukrainienne, elle se base sur ces deux choses, encore aujourd'hui d'ailleurs, sur cette grande souplesse avec des armes non conventionnelles et cette mobilisation populaire extrêmement forte, hein, qui reste aujourd'hui quand même. André Kourkov, donc, votre livre qui s'appelle Les abeilles grises, ça se passe dans cette zone grise, donc dans le Donbass, qui est entre l'armée ukrainienne officielle et les séparatistes pro-russes. Ça a commencé en 2014. C'est la raison pour laquelle les Ukrainiens ne parlent pas de guerre ou d'invasion, mais d'invasion à grande échelle, parce que pour eux, l'invasion a commencé bien plus tôt. Et pourtant, on a quand même le sentiment en Ukraine que c'était un sujet dont les gens ne parlaient pas tant. Et pour avoir eu des discussions à Kiev, on s'était croisés là-bas, les gens disent, mais on a eu l'impression que aussi certains des Ukrainiens avaient fait semblant d'oublier qu'il y avait déjà une guerre sur leur territoire. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous aviez écrit ce roman à ce moment-là? Oui, c'est vrai parce que l'Ukraine, c'est un pays aussi grand. Avant la guerre, l'Ukraine avait la même taille que la France. Et c'était très facile de se cacher des réalités dans l'ouest du pays, en Bessarabie, près de la frontière de Roumanie. Et beaucoup de gens ont choisi, ne pensaient pas sur la guerre parce que oui, c'est triste de parler de la guerre. Et à partir de on a eu 2 ans des activités militaires à Donbass. C'était 2014-2015 et après, la ligne de front était congelée. C'est-à-dire il y avait des changements des feux, des canons et tout ça, mais plutôt cette ligne de front semblait stable, congelée, oui. Et je suis allé 3 fois dans la région de la guerre, en 2015-2016, et j'ai remarqué que les gens qui restaient là, ils s'adaptaient à la guerre comme voisins. C'est-à-dire les enfants pouvaient dire, quand tu entends une explosion, quelle sorte d'explosion c'était. À Severodonetsk, c'est une grande ville avec 200 000 habitants. La ligne de front était 7 km plus loin de la ville. Et j'étais là avec des gens qui habitent là et on a parlé sur le sujet, on a parlé des vacances en Turquie en attendant les explosions lointaines. Et j'étais vraiment surpris et je pense que c'était aussi comme soit défense, self-defense psychologique pour les gens, ignorer la guerre en pensant que ça va maintenant durer comme ça pendant les années et les années. La raison pour les abeilles grises, c'est encore un peu différent, mais c'est aussi lié avec mes voyages dans la zone de la guerre, parce qu'en 2017, quand j'écrivais le roman,
il avait déjà plus que 200 livres édités sur la guerre à Donbass. C'était livres écrits par les soldats, par les officiers, par les volontaires, par les journalistes, mais tous ces livres étaient sur les combats, sur les ennemis, les héros, les trahisons. Il n'y avait pas aucun livre sur la vie des gens civils qui restaient sur le territoire de la guerre. Et bien sûr, j'ai compris tout de suite que la zone grise a la même longueur que la ligne de front, 430 km. Il y avait des dizaines de villages presque abandonnés, mais il y avait aussi des milliers et des milliers de gens qui restaient, plutôt des gens âgés, dans les villages sans électricité, sans police, sans aide médicale, sans pharmacie, c'est-à-dire rien d'infrastructure restait là-bas. Et ces gens étaient régulièrement aidés par les volontaires du côté ukrainien, mais il y avait aussi des villages qui étaient aidés par les volontaires du côté séparatiste. Une jeune dame de Kharkiv, elle a pensé des gens de la zone grise et elle a commencé à imprimer un journal pour la zone grise. C'est un journal sans politique avec information pour les gens retraités sur les lois, encore une fois, loi sur les pensions, des choses comme ça. Et il a demandé des volontaires qui ramenaient des choses, des médicaments aux ces gens, aussi ramener des journaux pour montrer que l'Ukraine encore existe, parce que là, il n'y avait pas de radios, de télévisions, Internet, rien du tout. Et c'est à cause de ça que j'ai décidé de donner la voix aux gens civils qui restaient dans la zone grise, oui. Est-ce que vous voulez réagir Non, mais c'est vrai que ces zones grises, donc qui sont, donc il y a une ligne de front ukrainienne, des villages et la ligne de front russe, et c'est ce qu'on appelle la zone grise, c'est cette zone entre les deux. Donc c'est donc extrêmement dangereux et on ne sait jamais laquelle des deux armées va finalement prendre le contrôle. Et pour beaucoup d'observateurs, c'est une sorte d'énigme, cette zone grise. C'est-à-dire comment les gens restent, y compris pour les Ukrainiens eux-mêmes qui ne sont pas dans cette zone grise, qui disent pourquoi ils restent, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils sont là pour maintenir ce qui reste d'Ukraine ou est-ce qu'ils sont là parce qu'ils attendent les Russes. Et donc il y a une espèce même d'appréciation étrange sur cette zone, sur qui y est. Et j'y suis allée dans plusieurs d'entre elles et c'est très fort, c'est-à-dire que vous rentrez dans cette zone, donc vous avez l'impression d'abord d'une ville absolument fantôme, de village fantôme, avec des maisons à moitié démolies, vous rentrez là et vous longez les restes de bâtiments pour ne pas vous faire bombarder vous-même. Et puis au moment où vous vous arrêtez, sortent des caves les gens qui sont réfugiés. Et il y a tout à coup ce qu'on ne voyait absolument pas, sortent les gens comme ça, avec des lampes frontales, ou ceux qui en ont encore, qui ont la chance d'en avoir une, qui sortent pour voir qui est-ce qui est là, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a du nouveau, etc. Et c'est des moments très très forts. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas qui vous êtes, ils se méfient de tout, et à la fois ils vivent là, et on leur dit mais pour essayer de peut-être mettez-vous à l'abri d'un côté ou de l'autre, etc. Et leur non, moi je reste ici, c'est ma maison, je ne sais pas où aller. C'est des moments à la fois de partage très intense et d'incompréhension totale. Et c'est pour moi le propre de la zone grise, ça. Oui, c'est les gens qui essayaient à choisir entre deux peurs. Peur d'être tué chez eux, peur de devenir réfugié, mais sans savoir qu'est-ce qu'il va passer avec toi quand tu sors. Réfugié où, oui. de quel côté, et c'est vraiment très, très troublant. Et ils vous attendent, et donc, alors à chaque fois, on se retrouve, c'est terrible. Hein. Moi, à chaque fois, je pars presque. Vous êtes assez chaudement habillé, enfin en tout cas moi je suis souvent allée en hiver, et vous sortez, vous avez donné votre écharpe, votre bonnet, etc. Vous dites que je donnerais bien plus, c'est pas possible, je peux pas donner les chaussures, mais c'est
on a honte quand on s'en va, hein, de les laisser. Vraiment, y aller, c'est compliqué, mais repartir, c'est encore pire. André Kourkov, vous écrivez « La guerre nous a chassés de chez nous, moi et ma famille. Je suis devenu l'un des millions d'Ukrainiens déplacés, mais c'est aussi la guerre qui m'a donné l'occasion de mieux comprendre mon pays et mes compatriotes. » Qu'est-ce que vous avez appris sur votre pays ? Oui, tout d'abord, il faut comprendre la différence entre mentalité russe et mentalité ukrainienne, parce que les Russes, c'est les gens collectifs. La Russie était toujours une monarchie avec un tsar, et les gens attendaient les cadeaux des tsars. C'est-à-dire c'était une société passive. Après 1921, c'est très passif. Les Ukrainiens n'avaient jamais une famille royale. Ils étaient toujours les individualistes. Au XVIIe siècle, XVIe siècle, les Ukrainiens s'est choisi le chef d'État ukrainien des territoires qui était le chef de l'armée des Kazakhs qui s'appelait Etman. Quand 2 jours, 3 jours après, il y avait des Kazakhs qui étaient mécontents avec lui et commençaient des intrigues pour le remplacer. C'est-à-dire que c'est une tradition anarchique démocratique qui reste jusqu'à aujourd'hui. Et c'est à cause de ça, on a eu déjà 5 présidents pendant que la Russie reste toujours avec le même tsar. Et comme ça, quand tu vis parmi les individualistes, tu comprends que chacun pour lui-même, pour elle-même. Mais tout de suite, au début de la guerre, les gens sont devenus une société communale, collective, consolidée. Et chacun essayait d'aider les autres. Et quand nous, par exemple, on était bloqués en février par bouteillage de 70 km dans les montagnes des Carpates, j'avais 9 personnes dans ma voiture. C'est-à-dire c'est nous avec ma femme, nos enfants et ses amis. Et c'était moins 15 degrés à dehors. J'avais très petit benzine, essence, oui. Si tu restes, comment dire, le moteur, marcher pour échauffage, tu n'as pas suffisamment d'essence pour aller jusqu'à la frontière. Et je partis de la voiture, j'ai trouvé une maison qui était un petit hôtel, tous les rooms étaient pris, mais c'était 1h du matin. Et le ménagère m'a donné le numéro de téléphone d'un jeune homme qui habite 20 km de là, habitait dans les montagnes, mais le manager a dit qu'il a acheté il y a quelques mois un hôtel soviétique abandonné dans les montagnes. Et peut-être il peut vous aider. Et je l'ai téléphoné. Il est venu, il expliquait comment je trouve cet hôtel. Et après, il est rentré avec sa voiture jusqu'à l'embouteillage pour ramener encore 20 voitures avec des familles, avec des enfants, et ouvert cet hôtel. Il a ramené des choses pour dormir, des chauffageurs électriques, des choses comme ça. Et je me souviens beaucoup des cas comme ça. En fait, quand on est arrivé à Oujgorod, d'abord on a logé chez amis et après une dame retraitée a nous donné le clé de son appartement. Il y a une anecdote qui m'a marquée, c'est que vous aviez qu'une seule clé et ensuite vous avez fait appel à un serrurier. En fait, les gens accueillent tellement de réfugiés chez eux qu'à chaque fois, il y a un jeu de clés et on n'a plus assez de matériaux pour refaire des doubles. C'est impossible de faire copie des clés pendant 2 semaines. Et vous, dans un de vos récits, Florence Aubenas sur la ville de Kherson qui était assiégée par les Russes, il y a ce moment qui m'a marqué et qui raconte non pas la solidarité, mais le courage, où en fait les gens continuaient, malgré l'occupation russe, à se retrouver tous les jours à midi. Est-ce que vous pouvez le raconter Oui, c'est vrai qu'à Kherson, donc c'est une ville qui est
tout à fait comment est-ce qu'on peut dire, au sud. C'est une région extrêmement fertile. C'est là où il y a la région de la pastèque, des tomates, c'est à l'embouchure du fleuve, du Dniepr. Et donc, c'est magnifique. C'est-à-dire qu'il y a des tas de petites îles qui sont réparties sur le fleuve, etc. C'était une ville décrite comme il y fait bon vivre, hein, à Kherson. C'était la vraie ville du Sud. Enfin bon. Et donc, cette ville a été la première ville, et on a cru la première, mais en fait, c'est retrouvé d'une certaine façon la dernière, où les Russes sont rentrés sans presque combattre. Et sans doute, ça a été, dit-on, une trahison de l'armée ukrainienne et des autorités ukrainiennes dans cette ville. Et donc, ça a été la première ville occupée. Donc, dans cette ville, les Russes sont rentrés et les habitants de Kherson ne savaient pas à quoi s'attendre. C'est-à-dire qu'on est là tout au début de cette invasion russe à grande échelle, donc en mars 2022. Et donc, on se dit, bon, ben, les Russes rentrent, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils étaient en Crimée, mais on ne sait pas très bien ce qui s'est passé en Crimée. Ils étaient dans le Donbass, mais dans le Donbass, il y a encore un peu des combats. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous, entre guillemets? Et donc, les Ukrainiens qui sont dans cette ville se voient tous les jours à midi sur la place en protestant, en disant on est contre que les Russes rentrent dans la ville, etc., avec énormément de courage. Et en fait, très vite, se passe ce qui se passe aujourd'hui et ce qui est le propre de l'invasion russe, telle qu'elle s'est révélée, c'est-à-dire que toute personne qui proteste se retrouve, alors l'expression est « il part à la cave ». Et partir à la cave veut dire partir dans un des centres de torture. Donc pour vous dire, à Kherson, 8 centres de torture dans cette ville ont été montés. Donc 8, c'est vraiment beaucoup. Et donc d'abord, c'est ceux qui viennent sur cette place avec énormément de courage, dire non à l'invasion russe, etc., se retrouvent tous à la cave. Et petit à petit, évidemment, la répression augmente. Et alors, elle augmente comment? Elle augmente dans tous ceux qui défendent quelque chose de l'identité ukrainienne. Alors, vous êtes prof, vous donnez un cours en disant « moi, je continue à faire mon cours de maths en ukrainien », vous partez à la cave. Vous êtes conservateur du musée, vous dites bah, « moi, je vais continuer à montrer l'art ukrainien », vous partez à la cave. Donc, tout ce qui défend l'Ukraine, y compris dans la langue, dans l'art, dans la culture, etc., devient l'ennemi des Russes occupant ces villes. Et c'est ça qu'il faut vraiment bien comprendre dans l'invasion russe d'aujourd'hui, c'est qu'elle est militaire, mais elle est aussi, elle touche aussi à l'identité, elle touche aussi à tout ce qui est ukrainien. Par exemple, dans cette Kherson a été une des villes où, de manière systématique, les enfants des orphelinats locaux ont été pris et emmenés en Russie pour être adoptés par des Russes. Donc il y a eu dans cette ville-là la première ville occupée, la plus grande ville occupée. Aujourd'hui, elle a été libérée, mais c'est ça qui s'est passé. Ça a été, vous savez, c'est toujours compliqué de savoir. Les gens qui sortent les premiers avec les pancartes, il y a un vrai courage parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Ben, ils l'ont très vite su, malheureusement. Et c'est ça, l'invasion de l'Ukraine, c'est vraiment ça. Ça touche à l'identité aussi. André Kourkov, au début de votre livre, il y a une carte d'Ukraine. Est-ce que cette invasion à grande échelle, elle a servi juste à quelque chose, c'est de mettre l'Ukraine au centre de la carte à un moment que tout d'un coup, des gens qui ne s'étaient pas intéressés à ce pays pour plein de raisons qu'on pourrait avoir derrière, mais l'impérialisme russe, ont commencé à s'intéresser à l'Ukraine, à ce qu'elle était, à son histoire, à sa culture? Oui, c'est vrai. En fait, la culture ukrainienne tout de suite est devenue plus importante pour les éditeurs, pour les producteurs du cinéma et tout ça. Mais en fait, les écrivains ukrainiens, les musiciens ukrainiens ne cherchaient pas cette publicité. Bien sûr, aujourd'hui, chacun sait où se trouve l'Ukraine, aussi dans les États-Unis. Mais ça, pour moi, c'est une grande question. Qu'est-ce qui va rester après la guerre? Qu'est-ce que de la culture ukrainienne va vraiment rester comme une partie de la culture européenne? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de musiciens ukrainiens qui travaillent en Europe.
beaucoup des poètes, des compositeurs, des cinéastes qui sont intégrés maintenant dans la culture européenne à cause de la guerre, comme les réfugiés. Quand on s'est croisés à Kiev, c'était une soirée qui était organisée et il n'y avait pas de titre, mais ça pourrait être en gros des poèmes contre des camions ou contre des voitures. Et en fait, c'était une soirée avec des lectures de poésie. Et il y avait notamment un hommage à des poètes, soldats qui étaient morts sur le front. Et en fait, ils récoltaient de l'argent pour acheter des voitures pour les emmener sur le front. Et vous écrivez qu'il y a eu un rôle très important quand même des artistes parce que plein de gens ne faisaient pas confiance ni aux hommes politiques ni même aux médias et que beaucoup de personnes qui avaient un rôle culturel se sont retrouvées à lever de l'argent aussi pour aider à la guerre. Est-ce que vous pouvez nous raconter, je ne sais pas, dans vos amis, ce que les gens ont fait ou vous, pourquoi vous étiez dans cette soirée à ce moment-là? Non, je crois que tous les gens de culture sont engagés dans les actions pour aider l'armée ukrainienne. Il faut évoquer bien sûr que plus que cinquantaine des écrivains, des poètes ukrainiens sont tués dans cette guerre. Et un de ces gens, c'est un écrivain pour les enfants, Volodymyr Vakulenko. Il était exécuté par les Russes près de Kharkiv. Aussi pour sa identité ukrainienne, parce qu'il a refusé de répondre en russe sur les questions des officiers russes. Mais aujourd'hui, il y a des poètes, des écrivains qui, en fait, ont arrêté à écrire, mais passent tout le temps en essayant d'assembler l'argent pour acheter les anciens jeeps et les voitures pour chemin mauvais, pour les envoyer à la fronte. Un de ces gens, c'est un écrivain et poète des Oujgorod, d'Ukraine d'Ouest, Andrei Lyubka. Il a déjà acheté presque 250 voitures pour l'armée. C'est-à-dire que l'armée est financée pas seulement par les organisations financières européennes, mais aussi par les Ukrainiens eux-mêmes. Et un autre écrivain, Ruslan Horowy, aujourd'hui est à New Zealand. Nouvelle-Zélande, oui. Il fait des rencontres et aussi pour assembler l'argent, mais pas pour l'armée, pour les gens vieux qui habitent seuls dans les campagnes ukrainiennes sans chauffage, pour le bois, pour l'hiver, parce que cet hiver va aussi dur pour l'Ukraine. C'est-à-dire on pense qu'il y aura électricité 4 heures par jour. Et si vous avez chauffage électrique ou cuisine électrique, ça va faire votre vie très dure. Vous vouliez réagir? Oui, parce que c'est vrai que pour des raisons historiques, l'Ukraine, en fait, l'État est faible et la société est forte. C'est vraiment l'inverse de la plupart des démocraties européennes. C'est-à-dire que, vous en doutez, la confiance dans des hommes politiques, l'oligarchie, la corruption, etc., fait que la société a pris l'habitude de s'auto-organiser. Et elle s'auto-organise pour des choses. Vous imaginez qu'ici, ce serait juste, même sans parler de la guerre et des canons en ce sens-là, par exemple, tout ce qui est crime de guerre, qui est aujourd'hui un des grands volets de l'histoire ukrainienne dans cette guerre déclenchée par les Russes, en fait, ceux qui font les enquêtes sur ces crimes, c'est principalement des associations, des ONG. C'est pas le ministère de la Justice et les magistrats. C'est beaucoup d'ONG. L'une, d'ailleurs, a reçu le prix Nobel. Donc, il y a une auto-organisation de la société qui est extrêmement forte. On parlait là des artistes, mais il y a tout un tas d'autres ONG qui lèvent également des fonds. Et l'une d'elles, par exemple, est la seule ONG au monde qui est autorisée à importer des armes de guerre. C'est-à-dire que l'Ukraine, si l'État ukrainien devait compter sur ses propres forces, son propre argent, sa propre manière de gérer l'armée, ben je pense qu'elle aurait effectivement perdu en 3 jours. C'est la société ukrainienne, dans son organisation civile, qui fait front aujourd'hui principalement. Et donc,
c'est à la fois terrible parce que donc ces ONG, elles lèvent de l'argent en ligne, vous l'avez bien compris, comme beaucoup de systèmes maintenant. Et donc les gens envoient de l'argent, parfois énormément d'argent, en disant voilà, moi je paye pour ça. Et ils disent pourquoi ils veulent payer. Et il y en a beaucoup qui disent par exemple, et alors nous ça nous choque beaucoup et à la fois on le comprend, c'est voilà, je donne l'argent et je veux que ce soit pour des armes offensives pour tuer le maximum de Russes. Donc il y a vraiment cette implication au plus profond de la société qui est très forte aujourd'hui et qui est très forte à tous les niveaux, hein, qui est forte pour les enquêtes internationales, qui est forte pour l'engagement, qui est forte pour les levées de fonds. À tout niveau, les gens sont je pense qu'il n'y a personne en Ukraine aujourd'hui qui ne fait rien pour la guerre. Enfin, ce ne serait pas imaginable. Il y a justement une phrase que j'avais notée dans un de vos papiers. Vous êtes dans une file d'attente et il y a quelqu'un qui dit « Et si en Europe, ils finissent par nous oublier ?» Et ensuite, une retraitée dit, c'est une distribution alimentaire, dit « Moi, j'aime le sucre, mais je préférerais des armes. » Oui, et c'est vrai, c'est-à-dire que les Ukrainiens, ils demandent des armes, évidemment, aux pays occidentaux, mais la plupart d'entre eux disent, nous, si on pouvait les acheter, si on pouvait le faire nous-mêmes, mais ils ne rêvent que de ça, c'est-à-dire qu'il y a une forme pour eux, je me rends compte, à force d'y aller, je connais un certain nombre de gens en Ukraine, ils sont gênés, c'est-à-dire qu'à chaque fois je leur dis, mais si vous avez besoin de quelque chose, demandez-moi, etc., même d'ici je vous aide, et aucun, ils disent toujours non, c'est pas question, enfin c'est pas de... c'est-à-dire ils sont mal à l'aise d'être là à demander quelque chose. Effectivement, ils disent moi que l'Europe ne m'envoie pas des rations alimentaires. Nous, ce qu'on veut, c'est des armes, et puis on mangera des betteraves s'il le faut pendant tout le reste de la guerre. Et donc il y a vraiment cet engagement très très fort. Et ça, c'est quelque chose en Ukraine qui est très frappant. Et Andrei Kourkov, vous écrivez « C'est en vendant son pétrole et son gaz à l'Europe que la Russie gagne l'argent nécessaire pour faire la guerre. » Ça fait 2 ans et demi, 2 ans et demi que la guerre dure. Vous en voulez à l'Europe aujourd'hui? Pardon? Est-ce que vous n'avez pas compris ou est-ce que c'est gênant de répondre? Non, je n'ai pas compris. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui à l'Union européenne, d'avoir fermé les yeux en fait pendant quand même si longtemps, alors qu'on savait que Vladimir Poutine occupait quand même déjà une région de l'Ukraine et avait avant envahi une partie de la Géorgie et qu'on continuait à faire du business avec lui. Première partie de la question, du coup, est-ce que vous en vouliez à ce moment-là? Est-ce que vous en voulez aujourd'hui de peut-être, je sais pas donner assez d'armes, pas assez aider, pas être assez... Mais cette guerre est très différente que toutes les guerres précédentes. En fait, Hongrie aujourd'hui continue à recevoir le pétrole et le gaz russe à travers le territoire ukrainien. Je pense la même chose avec l'Autriche. C'est-à-dire qu'on ne sait pas encore tous les détails des affaires différentes qui se passent dans le temps de la guerre. Et bien sûr, il y a des sanctions contre l'économie russe, mais la Russie a trouvé les chemins, des détours, comment recevoir les chips pour les missiles américains, tout ça. Et pour le moment, je crois qu'il n'y a pas suffisamment de désir à arrêter ces affaires. Parce que, bien sûr, le monde arabe est engagé ici, Taïwan, la Chine, tout ça. C'est-à-dire que c'est la guerre mondiale. Je veux ajouter qu'en fait, c'est la guerre qui est menée à 3 niveaux. Le niveau en bas, c'est la guerre pour le territoire ukrainien et contre en fait les Ukrainiens. Le deuxième niveau, c'est la guerre contre l'identité ukrainienne, contre la langue ukrainienne. Et cette guerre a une histoire de 400 ans. Parce que la première guerre entre la Russie et l'Ukraine était en 1709, c'est la bataille de Poltava, quand Tsar Pierre le Grand a gagné dans le combat contre Hetman ukrainien Mazepa et l'armée suédoise.
Et 11 ans après, en 1720, Pierre le Grand a signé le premier décret en interdisant la langue ukrainienne, pratiquement en interdisant la publication des textes religieux en ukrainien. Et tous les textes aussi en ukrainien étaient enlevés des églises en Ukraine. Et aujourd'hui, sur le territoire occupé, la langue ukrainienne est interdite comme la langue d'éducation dans l'école. Les livres sont enlevés, brûlés en ukrainien. Et c'est la même histoire. En fait, entre 1720 et 1917, il y avait plus que 40 décrets des tsars différents qui interdisent la publication des livres en ukrainien, des théâtres en ukrainien, des chansons en ukrainien, éducation en ukrainien dans les universités d'Ukraine et tout ça. Et sur le la troisième niveau, c'est la guerre géopolitique entre le monde des démocraties et des pays autoritaires comme la Chine, Iran, Corée du Nord et Russie. Oui, Et dans cette, je crois, à cause de cette guerre géopolitique, en fait, les États-Unis et l'Europe est si beaucoup engagés parce qu'on comprend que la Russie ne va pas s'arrêter. Il y a des rêves russes ajouter pratiquement la région de Kaliningrad, la Prussie de l'Est, c'est-à-dire réunir avec le territoire russe. Et c'est la guerre avec la Pologne et la Lituanie. J'ai oublié, je ne me suis pas du tout présentée au début, mais en fait, si c'est marqué Kometala, c'est parce que je connais aussi Monsieur Kourkov, parce qu'en fait, après l'invasion à grande échelle, avec un nombre de personnes, on a créé une revue qui justement répondait à cette question. On s'est toujours moqué des Américains qui ne savent pas placer Paris ou Bruxelles sur une carte d'Europe, mais nous, c'est la même chose avec l'Est du monde. Et donc, on a créé une revue qui s'intéresse à ces territoires et qui publie des auteurs qui racontent leur histoire de l'intérieur. Et le numéro qui vient de sortir, c'est sur les États-Unis. Ça s'appelle « Qui aime encore les États-Unis ?» Et il y a une histoire qui m'a vraiment marquée, c'est un écrivain ukrainien qui s'appelle Artem Chapey, et qui a d'ailleurs fait un livre qui s'appelle, je crois, « Les intellectuels ne portent pas de mitraillette », je crois que c'est le titre exact. Et juste au début du conflit, il met d'abord ses enfants en sécurité à l'étranger, il prend les armes, et très vite, une des premières choses qu'il fait, c'est écrire une lettre ouverte à Noam Chomsky. Et donc il dit, j'avais quand même vraiment autre chose à faire que d'écrire une lettre ouverte à Noam Chomsky, mais en fait il avait toujours été fan de Chomsky, il avait traduit Chomsky en ukrainien pour faire découvrir ses idées, et en fait au début de la guerre, Chomsky lui explique à lui, l'écrivain ukrainien, et peut-être à vous, Andrei Kourkov, ce qu'il devrait faire et penser. Et en fait il lui dit, mais en fait là vous devriez être pacifiste, parce que si vous prenez les armes, ça va être un engrenage géopolitique et on va arriver à une nouvelle guerre mondiale. Et il dit, mais comment toi, l'Américain, qui est dans ton confort d'Américain, tu dois m'expliquer, moi, l'Ukrainien qui a des bombes sur la tête, ce que je devrais faire aujourd'hui. Et je trouve que c'est l'histoire qu'il raconte là-dedans raconte beaucoup aussi de ce que vous dites sur ce conflit qui est à la fois un conflit en fait territorial, culturel, mais international. Et je ne sais pas comment vous, aujourd'hui, vous vivez parce que là on a parlé de l'Europe, mais ce rapport aux États-Unis et peut-être à la non-implication, ou est-ce que vous considérez comme pas assez d'implication en fait des États-Unis dans la guerre? Est-ce que vous attendriez plus d'armes, plus d'aide, plus En fait, je peux dire que tous les livraison des aides militaires qui arrivent en Ukraine, elles arrivent avec un retard d'entre 3 et 9 mois. C'est-à-dire que c'est les gens qui prennent les décisions, ils comprennent que la guerre va durer et il faut avoir le temps pour voir qui va gagner. Parce que c'est beaucoup d'argent, bien sûr, pour les armes. Et c'est aussi beaucoup d'argent pour l'économie ukrainienne parce que le budget ukrainien est aidé par les institutions internationales financières comme ça. Et je ne sais pas, peut-être il y a des politiciens en Europe qui pensent que ça devient trop cher pour nous. Comme ça,
Oui, on a promis d'envoyer 3 missiles demain, mais on va faire 2 missiles, on va envoyer 2 missiles le mois prochain pour faire ce processus un peu plus long. Vous écrivez aussi que les Ukrainiens ont toujours adoré la culture japonaise. Et vous citez ce proverbe: si tu restes assis très longtemps au bord de la rivière, tu verras tôt ou tard le cadavre de ton ennemi descendre le courant. Vous êtes assis quelque part aujourd'hui ou Non, si on attend quelque chose n'arrive pas. C'est-à-dire il faut toujours faire quelque chose. Il faut pousser les événements. Il faut accélérer la vie. Parce que sinon, il n'y a pas beaucoup de vie qui va rester. Et peut-être avant, je pense qu'on a le temps pour... je ne sais pas si on peut poser des questions, hein, parce qu'on ne m'a pas dit si oui ou non. Poser des questions, j'imagine que oui. Florence, c'était quand votre dernier séjour en Ukraine et qu'est-ce qui vous a marqué? Le dernier séjour en Ukraine, c'était en février 2024. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que j'essayais de... alors là, je vais vous parler d'un problème, désolé, que je mêle à quelque chose de journalistique. C'est-à-dire que je voulais faire un sujet sur le viol comme crime de guerre, et qui est une des grandes thématiques retenues par la CPI, la Cour pénale internationale. Et donc, c'est très compliqué. Et ce qui était compliqué pour une journaliste, c'est-à-dire que évidemment, vous allez rechercher horriblement des témoignages. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, etc. Et à la fois, vous n'êtes pas policier, vous n'êtes pas magistrat, vous n'êtes pas psychologue, et vous allez demander à des gens de vous raconter en long et en large ce qui leur est arrivé, certainement de pire dans leur vie. Et c'est très compliqué, et c'est aussi très compliqué après de le raconter dans un journal, parce que finalement, si vous décrivez un viol comme crime de guerre, est-ce que ce n'est pas le mal qui a triomphé? Est-ce que faire ce récit-là, est-ce que ça n'est pas finalement faire la part belle à l'auteur et non pas à la victime? Et j'ai toujours été très frappée. Au début, j'avais travaillé sur des affaires de justice, et plusieurs fois on m'avait dit, tu sais, si tu écris, raconte un récit, par exemple, sur un crime pédophile, tu auras toujours un salopard à qui ça va faire plaisir de le lire. Et je me suis dit, est-ce que si je le raconte dans un journal, est-ce que ça ne va pas être la même chose? Et c'était d'autant plus fort que la société ukrainienne, comme toutes les sociétés, la plupart d'entre elles en tout cas, n'est pas armée aujourd'hui pour recueillir ça. C'est-à-dire que ici, déjà, en France, on se plaint que dans les commissariats, une femme qui a été agressée sexuellement est mal reçue. Elle est mal reçue par les magistrats, elle est mal reçue par les policiers. Et en Ukraine, c'est la même chose. Et donc, en fait, j'ai fait raconter à la plupart de ces femmes comment c'était reçu dans leur propre société le fait de témoigner. Alors, l'une, par exemple, me raconte ceci. Elle me dit, voilà, alors donc je suis dans un village, les soldats russes rentrent dans le village et je suis violée. Et elle veut... Alors, les Russes sont finalement battent en retraite entre l'armée ukrainienne qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été violé ?» Personne, évidemment, n'ose dire « moi » parce que c'est l'humiliation totale. C'est une société qui est restée assez patriarcale. Et on va vous montrer du doigt si vous avez été violé. On vous dit « Plus jamais je ne trouverai à me marier, ça va être terrible, etc. etc. » Donc tout le monde se tait. Et cette jeune femme est la seule à oser dire « Oui, moi. Moi, j'ai été violée. » Et elle raconte ce qui s'est passé alors. C'est-à-dire les deux policiers l'ont conduit dans la voiture. Donc elle est dans une voiture fermée avec 3 hommes et une femme seule. Et on lui dit bon, est-ce que vous pouvez raconter? Alors elle raconte à ses policiers. Et puis les types disent non mais est-ce que vous pouvez raconter mieux? Alors est-ce qu'il vous a fait ci? Est-ce qu'il vous a fait ça? Et les types se complaisaient dans ce récit atroce. Et c'est vrai que le crime de guerre, pour le dévoiler, à tous ces écueils et toutes ces complexités. Et pour moi, c'était un vrai défi de faire ce papier-là, parce que
ça brassait toutes ces choses, ça brassait la difficulté de témoigner dans son propre pays et face à ses propres forces de l'ordre. La complexité, à la fois, il faut le faire parce que sinon, internationalement, ça ne peut pas marcher. Comment le raconter dans un journal sans mettre le pire à jour pour certains d'entre nous? Donc ça, ça a été pour moi un papier très compliqué à faire et que je trouvais important. Merci. Alors, je crois qu'il y a chacun vos livres à la librairie en bas. Donc, André Kourkov, c'est Journal d'une invasion, et j'imagine tous vos romans avec plein de noms d'animaux dedans. Florence Omnat, votre dernier livre, c'est Ici et ailleurs, aux éditions de l'Olivier, avec des reportages en Ukraine, mais aussi plein de reportages passionnants depuis 1995, je crois. Non. 2012. C'est pas si loin, depuis 2012, mais c'était super aussi avant. La revue Cometa, elle est aussi à la librairie là, et je pense qu'en fait, il n'y a pas de. J'ai cru qu'à la conférence, il n'y a pas de questions. Vous pourrez leur poser des questions directement à la librairie, parce que je crois qu'il n'y a pas de micro qui circule. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là, et merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci.